Et comment je force le destin? Ouais, je vais au bluff, mais j'ose. J'ai aucune limite. Je suis mal poli, on va dire. Tu vois. Pour te dire, quand je suis rentré dans Orica, j'ai contacté directement Booba. C'est pendant direct, il a perdu ses followers, il avait perdu son compte. Ouais. J'ai calculé, je dis ouais, je suis pas con. Il va voir. Mais directement, il a vu, tu vois. Il m'a répondu, il m'a dit non, mais t'es déjà sur le bateau, je te connais. Je sais qui tu es. Salut à tous, nous revoilà dans un nouvel épisode avec un nouveau guest encore complètement disruptif. Abdelmazian, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va. Comme la thématique le veut, disrupteurs, tu sais que moi j'aime bien inviter des personnalités de différents mondes, du sport, des médias, de l'entertainment, avec une vraie ligne directrice. C'est des mecs qui ont un parcours différent, qui ont cassé les codes, qui ont un talent différent, qui ont changé le game. En tout cas, voilà, toute cette thématique disruptive. Et pour le coup, toi, t'es un mec différent. Au-delà de ton apparence, t'as eu centaines de vies. T'as fait des trucs de ouf. Donc, si tu peux déjà commencer à me parler en quelques mots de ton parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je m'appelle Mazian Abdé, je viens de Charleville-Mézières dans les Ardennes. J'étais basketteur semi-pro. C'est comme ça que je t'ai connu aussi. Ouais, à l'ancienne. Ouais, et comment dire, j'ai fait mes études jusqu'au bac scientifique dans les Ardennes. Après, j'ai bougé un peu partout, Avignon, Toulouse. Je suis remonté en région parisienne. J'ai ouvert ma boîte de décoration dans le béton ciré en région parisienne. Et entre-temps, je suis monté à Paris pour faire 3 coups, c'est-à-dire la boîte, mon opération par rapport au maxillofacial. Ouais. Et en même temps, je savais que je voulais être dans tout ce qui est mannequinat et acting. Ok, donc je vous l'ai dit, il a touché à beaucoup de choses. Jeune homme, mais il a déjà beaucoup de vécu. Ben justement, tu dis que tu as grandi dans les Ardennes. On va commencer par le commencement. Moi, tu vois, j'ai grandi dans le 93, à Montreuil. On est de la même génération, si je m'abuse, 80. Ouais. Voilà, donc c'est la même année. À l'époque, moi, personnellement, j'ai vécu des discriminations. Alors, pour différentes raisons, que ce soit par la police, que ce soit par... tu sais, quand tu rentres dans une boutique ou dans un magasin, les gens qui te regardent toujours parce qu'on ne sait pas si t'es renois, si t'es rebeu, si t'es un voleur ou pas. Mais pourtant, j'étais, on va dire, dans la région parisienne où il y avait suffisamment, on va dire, de minorités et de communautés d'ailleurs pour qu'a priori, on n'ait pas à subir ça. Est-ce que toi, dans les Ardennes, Charleville-Mézières, petite ville en tout cas de province comparée à Paris, est-ce que tu as vécu une forme de discrimination déjà? Parce que j'imagine que quand tu es en province, c'est peut-être moins la diversité est peut-être moins présente qu'à Paris. Ouais, parce que quand j'étais petit déjà par rapport à la maladie, ils savaient pas ce que j'avais dans les années 80. Donc il y a la maladie, puis il y a le côté maghrébin, tu vois, d'origine marocaine. Il y avait une grosse communauté là-bas à Charleville de Marocains, ou en tout cas de Maghrébins de manière générale? Ouais, c'était mélangé. T'avais beaucoup les Italiens quand ils sont venus, les Portugais, après les Marocains, les Turcs. Okay. Et après il y a moins d'Africains, d'Afrique noire. Mais Arabes et Turcs, il y avait pas mal, tu vois. Mais après, comme moi, j'ai grandi dans une grande famille, où notre famille, elle était quand même connue et réputée dans les Ardennes. Mes frères et mes sœurs nous ont éduqués à se défendre, à se faire respecter. Et grâce au sport, tu vois, au basket, tu apprends à être mélangé. Et en fin de compte, j'ai dû vivre de la discrimination par rapport à mon physique et par rapport à mes origines. Mais j'ai compris, gamin, que la notoriété, elle allait cacher le gamin, tu vois. La notoriété du petit basketteur, parce que j'ai fait Benjamin, minime, cadet France, avec mon frangin, mon frère jumeau. Et donc, ce truc-là de notoriété nous a toujours protégés, au fur et à mesure. Ouais. Mais après, on a vécu de la discrimination, même dans la salle de basket, hein. Je vais pas te mentir. Mais comme on savait répondre et on se laissait pas faire, je pense que ça dissuadait le truc où on fermait pas notre gueule. Parce que je pense que quand tu marches la tête baissée, tu subis.
Et comme nous, on marchait la tête haute et on se laissait pas faire et par des frangins. Menton levé au ciel. Ouais, voilà. Et puis t'as du respect à regarder les gens dans les yeux. C'est pour ça que même là, à mon âge, j'apprends à mes neveux, mes nièces et même les gamins autour que je rencontre. Je leur dis toujours marche droit. Ouais. Ne baisse jamais la tête. Parce que si tu baisses la tête, tu donnes le bâton pour te faire battre. Mais dans tous les cas, ouais, tu vis de la discrimination, mais c'est à toi de savoir la contourner ou répondre à ça pour arrêter l'hémorragie. Donc toi, tu as été suffisamment, on va dire, vif d'esprit et précoce, si je puis dire, pour jouer avec, en fait, pour capter que, ok, en gros, je pars avec un handicap, je suis rebeu, j'ai un handicap peut-être que les autres n'ont pas, mais par contre, je vais vous montrer comment je vous la fais à l'envers, en quelque sorte. Comment vous allez pas me mettre à l'amende. Comment vous allez pas me juger ou vous allez pas me diminuer. C'est ça j'ai le sentiment, c'est ça qui t'a porté, en fait. Ouais, puis quand t'es différent comme moi, comme je dis, t'es étranger à tout le monde. Moi, en rigolant, je dis, je viens de Mars, tu vois, pour dire, j'appartiens à personne. Et d'un côté, c'est bien, parce que je suis pas raciste, de nulle part, en vrai. J'appartiens, tu vois, que je vois un rebeu, un renois, un blanc ou un jaune, ça m'est égal. C'est pas la même pipe. Moi, j'arrive à scanner l'humain. J'ai cet instinct animal de sentir les gens. Donc, quand tu l'as depuis petit, tu sais à qui t'as affaire. Donc, tout de suite, tu sais répondre. Et en fin de compte, comme je dis avec le vécu, et la psychologie, c'est un effet miroir. Tu m'attaques, je t'attaque, et puis c'est tout. Tu me dis bonjour, je te dis bonjour. T'es respectueux, je le suis, tu vois. Donc, en fin de compte, c'est un effet boomerang. Tout simplement, en fin de compte, tu lis l'humain. Mais c'est vrai, t'as raison. J'ai su peut-être par mon intellect et le vécu de répondre. Est-ce que du coup, tu as eu une ou plusieurs inspirations, modèles, inspirations, appelle ça comme tu veux, des gens que tu regardais et qui t'ont donné cette force intérieure justement à aller à la compète, à aller challenger, on va dire défier les defy the odds, comme on dit en anglais, tu vois, défier les pronostics. Ben, tu défies, tu te donnes des exemples à mon vécu et par rapport à ce que j'ai les années 80, années 92, c'est Michael Jordan, déjà, parce qu'il tapait très haut. Et c'était un compétiteur de fou, tu vois. Tu l'arrêtais jamais, c'était 80% dans la tête, et 20% c'était le physique, même que les gens voyaient un athlète. Moi, je voyais un mec qui lâchait pas l'affaire. Et comme c'est des gens positifs, malgré tout, parce qu'il y a des gens qui sont plus faibles que nous, et qui sont pas dans la compète, ou qui ont du mal, et qui vont dans la déprime. Et moi, c'est pas mon truc. Mais je respecte, hein, tu sais, on n'a pas le même caractère. Tout le monde n'est pas fait pareil. Ouais, mais moi, je suis très ambitieux. Donc, je suis obligé de me faire entourer de gens positifs ou qui vont au combat. Quand je dis combat, c'est combat de la vie, combat moral. Donc, Michael Jordan en faisait partie. Et dans les Ardennes, comme j'étais jeune, vers les 18 ans, 17 ans, 18, 19, c'était lunatique avec Booba. C'est pour ça que quand les gens me disent, ouais, aujourd'hui, Booba, je dis non, mais t'as pas compris. Ces sons, ils m'ont motivé, moi, en ado et jeune adulte, tu vois. Les derniers seront les premiers. Mais exactement, la preuve. Et t'appliques. Et t'appliques pas bêtement, t'appliques parce que c'est une réalité, tout simplement. C'est de la loyauté, des valeurs et de la compétition. Tu sais toi-même qu'on était basketteur compétiteur, on va pas faire du NSS. Je laisse la place aux autres. Pour moi, c'est impossible. J'arrive pas à faire un truc pour jouer. Tu sais, si je gagne pas, je le vis mal. Donc c'est vrai que je me retrouve dans ce que tu dis. On va faire un truc, il y aura de la compète, forcément, parce que c'est l'ADN qui nous a construit, mais en même temps, le faire pour le faire, je trouve pas de plaisir à faire un truc pour le faire. Je veux le faire pour bien faire et pour gagner, si possible, tu vois. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Bien sûr, et puis le sport, il m'a beaucoup aidé, parce que tu vois, le cadre du terrain, c'est une arène. Tu vois, il y a les limites. Et cette limite-là, je me sentais bien. La société dehors, elle te jugeait. Et tu disais sur le terrain, c'est le meilleur qui gagne. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. C'est le combat. C'est pas le combat à la bagarre, mais le bon combat. Et tu dis, ils vont me juger par rapport aux faits, par rapport au jeu, par rapport à ma mentalité. Et c'est vrai que ma force, c'était que je lâchais jamais l'affaire. Donc ces valeurs, en fait, sportives, concrètement, tu les as appliquées à ta vie de tous les jours.
les valeurs d'abnégation, de travail, d'endurer. Tu sais, parce que le sport, c'est ça. T'endures, entraînement. Des fois, t'as un point de côté. Des fois, t'as des courbatures. Des fois, tu vas te prendre une béquille, mais il faut continuer, il faut se dépasser. Des fois, tu vas te blesser, il faut revenir de cette blessure. Donc, en fait, c'est toutes ces valeurs, en vrai, que le sport t'a donné, que t'as appliqué dans ton quotidien par la suite. Mais tu l'appliques partout, ouais. Comme tu dis, je l'ai appliqué à l'école. Il y a l'autre qui révisait pas le soir, il dormait à 18h et il avait fini. Moi, je révisais jusqu'à 4h du matin pour avoir mon bac scientifique. Mais ça, les gens le voyaient pas, c'est l'iceberg. Ouais. Mais le résultat, il était là. Ouais. J'ai redoublé, mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai eu mon bac scientifique, j'étais fier. Ouais. Et c'est pour moi. Et pour donner de la force aux autres, pour dire, vous avez vu, on m'a jugé, j'ai réussi à aller au bout. Et c'est aussi pour fermer des gueules. Parce que c'est bien beau de juger. Tu me juges, mais tu sais pas ce que j'ai vécu. Ouais. Et je suis pas, il y a mieux que moi, il y a pire que moi. Mais je sais me classer, tu vois. Et j'ai utilisé le sport dans tous les domaines. Mais vraiment dans tout. Dans ma boîte, dans l'acting, dans tout. Et puis c'est un jeu, mais je m'amuse, hein. Et je rigole parce que quand je vois les gens en face de moi, je dis, mais ils savent pas que je suis en train de m'amuser. Tu vois, tu prends la vie en fait comme presque un jeu de société, quoi. C'est un jeu. Tu joues avec. Moi, je joue au Monopoly tous les jours, tu vois. Et sans manquer de respect, sans écraser autrui, sans baratiner qui que ce soit, tu vois. Au basket, ok, j'ai galéré, j'aurais peut-être pu jouer plus haut, mais dans les Ardennes, c'est pas facile. On te juge, on te met de côté, toi, tu te bats, tu deviens dur même. Moi, j'étais quand même dur, je le sais, j'avais un caractère à la dure. Normal, on te juge tout le temps. Tout le temps, on est en train de te juger. Donc, comment tu réponds? Tu balances, tu contrebalances. Tu dis, on m'écrase. Ben, moi, je tape haut. C'est ambitieux, c'est pas prétentieux, ça fait un équilibre. Donc, des fois, on le prenait mal. Mais quand tu connaissais le gamin ou l'homme, tu dis, ah ouais, je comprends. Il lâche pas l'affaire. Ouais, c'est tout. Lâche rien. Tu lâches rien. Mais, comme je t'ai dit, j'ai jamais écrasé qui que ce soit. C'est juste par les faits, ferme ta gueule. Le score, tu regardes le score, t'as vu, t'as un peu joué avec moi. J'étais un bagarreur, un défenseur, mais je me battais pour mes coéquipiers. J'étais un bon coéquipier, mais j'étais un très mauvais adversaire. Et ça, je le sais, mais c'est une fierté d'être un soldat. Tu vois? Moi, j'aime bien dire ça aussi. J'aime bien dire que faut être, on a le droit d'être mauvais perdant, mais faut être bon joueur. Tu vois, c'est-à-dire que moi, le mec, je le fais tomber, je vais le relever. Ça va, tu vas bien, je m'assure qu'il va bien. Par contre, si je perds, j'accepte pas la défaite. Donc, tu vois, c'est la mentalité. Bon joueur, mauvais perdant. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, je trouve ça bien, tu vois. Si tu mettais une caméra au basket, on me disait, ouais, il est fou, machin. Déjà, je transpire pas, mec. Ma température, elle monte. Donc, tu sais pas à qui t'as affaire. Il y a le jugement. Et quand moi, je respectais les gens, dans l'oreille, il y a des joueurs qui m'insultaient. Tu vois, donc l'injustice, un truc que je peux pas blairer. Donc faut assumer qu'il y a les arbitres, il y a la Fédé ou quiconque, et je m'en tape, tu vois. Et je me dis, mais t'as pas à faire ça, t'as pas utilisé cette arme-là pour vouloir me déstabiliser. Au contraire, ça va être une adrénaline. Tu vois, comme Dragon Ball Z, ça gonfle. C'est ça. Donc ça m'écrase pas. Ok. Du coup, pour faire une transition sur une de tes nombreuses vies, t'as sorti un livre qui s'appelle En chantier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quelle est la logique derrière ça. Toi, dans ta mentalité, dans ton mindset, quand tu écris ce livre, comment tu l'appréhendes? Quel est ton objectif? Est-ce que c'est plutôt, une fois de plus, du partage de vie? Est-ce que c'est de la compète? Montrer que, tu vois, t'as un bac S, t'es pas un littéraire, mais pourtant t'as écrit un livre, tu vois. C'est quoi derrière ce livre, la mentalité? Ben, je vois loin déjà. Je vois pas sur le one shot. Je vois sur de la durée. Quand je fais un projet, je me dis, ce projet va faire naître d'autres projets. Et le livre, je l'ai écrit pour aider, pour donner des clés aux croyants, soit au développement personnel, d'être ambitieux, de pas lâcher l'affaire, et aussi de dire, ferme ta gueule. Arrête de juger, tu sais pas à qui t'as affaire. Donc, tu vois, le livre, les faits donnent le questionnement, mais il va donner une réponse. De s'arrêter physiquement à un garçon par rapport à son intellect. Ok, j'ai pas fait le livre pour avoir un prix Goncourt. Je l'ai fait pour donner de la force, pour donner une plume où on te juge encore une fois. Tu vois, tout est dans le jugement, mais moi j'ai pas le temps de répondre. Même si des fois c'est pas facile, je réponds par les actes, par le livre. Et le livre, grâce au livre, je me suis dit pour l'acteur c'est bien.
On va arrêter peut-être de me donner des rôles de voyous avec ma voix et mon style. Parce que c'était les seuls rôles qu'on te donnait jusqu'ici. C'était toujours un peu la même chose, une récurrence dans les rôles qu'on te proposait. Ouais, on me propose toujours pareil. Mais comme je suis un garçon quand même qui est entrepreneur et qui est pas bête, je me dis c'est l'hameçon. Ils vont mordre. Et quand ils vont mordre, je vais leur donner après autre chose. Et donc comme ils ont mordu, et que ça m'a donné de la visibilité comme avec Greg Guillotin, les YouTube, avec les clips, avec les séries, et avec le majordome dans Monte Cristo, 4 size. En fin de compte, je donne l'hameçon et je me dis, maintenant, je vais passer à autre chose. Ouais, c'est à toi de prouver. Ouais. C'est à moi de prouver. En fin de compte, si on me donne pas, je me dis, c'est pas grave, c'est eux qui n'ont pas capté. Ouais. Moi, je sais ce que je veux, ce que je vaux. Après, j'en veux à personne, hein, je juge personne, je me dis pas que je veux la place d'Omar Sy ou de quiconque, tu vois. Mais de me dire, donnez-lui cette chance où le gars, il a faim, il est passionné, il adore l'art, tu vois. Et ça reste de l'art. Le bâtiment, c'est de l'art. Le sport, c'est de l'art. Tout est art, tu vois. Comme je dis dans le livre, tout est art et tout est art. Donc, même par rapport à mon âge, il y a rien. Tu peux être acteur à 50 ans. Ah, c'est vrai. Tu vois, tu peux être coach à 50 ans. C'est vrai. Mais après, je suis autodidacte. Mais ça n'empêche que mon laboratoire, c'est moi-même. Mon école, c'est moi-même. C'est moi qui l'ai créé. J'ai écrit le livre. Je me suis dit, ça va développer, ça va aider les enfants, ça va aider les jeunes adultes. Je vais donner une motivation, comme quand j'écoutais les sons de Booba, ça me donnait ce truc-là, tu vois, de me dire, vas-y, bats-toi, fonce. T'as une volonté à la fois d'accomplir les choses et en même temps de partager, donner de la force. Ça avait pas en gros une vocation, c'est pas un but thérapeutique. C'était plutôt justement de partager pour lever et donner la force à ceux qui pourraient en avoir besoin en fin de compte. Ah oui, moi, c'est ni la notoriété, ni une thérapie pour moi. C'est vraiment, sincèrement, c'est de dire, regardez, j'ai été capable, on m'a jugé, c'est pas grave, je leur fais fermer leur bouche aux autres, et vous, je vous le donne. Je vous tends la perche. Moi, j'étais à 0, je vous mets sur la 10e marche, allez, faut aller à la 20e. C'est du free knowledge, comme on dit en anglais. Tu leur donnes des connaissances, des compétences, tenez, cadeau. Ouais, encore une fois, j'ai pas la carrière de Michael Jordan, de Zidane, tous ces grands joueurs qui sont des légendes, tu vois. Mais à mon niveau, à moi, mon vécu, il est pas là pour rien. C'est un message, je suis un messager. Tu vois, si j'ai cette maladie ou autre, j'écoute les signes de la vie. Et en fin de compte, je donne et je vais recevoir indirectement ou directement parce que c'est de bon cœur. Je sais donner, tu vois. Bah écoute, en tout cas, big up à toi. Et du coup, en chantier, c'est le nom de ton livre, mais en chantier, tu l'as été. Le bâtiment, tu connais, tu as une boîte de bâtiments. Et en regardant différents trucs que tu as fait aussi, je vois que c'est pareil, t'as forcé le destin, comme on dit. C'était pas forcément facile. T'as changé 2-3 trucs qui t'ont amené à avoir une opportunité pour pouvoir après ensuite prouver que. J'ai envie de faire des comparatifs, bien évidemment pas dans le côté péjoratif ou négatif, mais plutôt t'es plutôt Christophe Rocancourt ou Kaiser Soze. Quand je dis Christophe Rocancourt, pas dans le sens t'es un arnaqueur, dans le sens où tu sais il a forcé le destin des fois. Alors certes, lui, il a mis des arnaques, a priori. J'étais pas là pour voir, mais il a forcé le destin pour pouvoir entrer dans des endroits, pour pouvoir côtoyer des gens. Et après, il a fait son art, parce que pour moi, ça s'apparente presque à de l'art, ce qu'il a fait, tu vois. Il n'a pas commis de crime dans l'absolu, il n'a pas braqué des gens. Mais toi, je t'ai entendu dire que t'as des fois un peu modifié les trucs, le CV, le machin, pour qu'on te donne cette première porte ouverte, cette première clé pour ouvrir la porte. Oui, bien sûr. Regarde au concours, et je pense que dans sa tête, il avait des paillettes, tu vois. Il a pas regardé la télé, puis il a vu la vie passer devant lui, c'est dire les autres, ils le font, pas moi. Et il a voulu être dedans. Et je pense que moi, c'est pareil. Je rêve, mais je vais à la réalité de mes rêves. Je fais pas que rêver. Je rêve la nuit, mais quand je me lève le matin, je dis, faut le faire. Tu cherches le moyen de l'accomplir, le rêve. Dans tous les moyens, comme je te dis, du moment que, à l'intérieur de ce que je fais, sur mon CV ou mon bluff, j'assume le bluff et en plus de ça, je suis toujours loyal et avec des valeurs. Jamais je vais te braquer, jamais je vais t'écraser, jamais je vais bouffer l'humain ou faire quoi qu'est-ce pour avoir les choses, tu vois. Il a tenu parole, je suis content, ça me donne de la force. Pareil pour les petits sketchs avec Malik Bentala, je l'ai contacté directement. Tu vois, sa prod, elle me connaissait après. Mais c'est plein de trucs où c'est moi qui ose, j'y vais, tu vois.
Je fais les choses. Ah, tu forces le destin, et c'est tout à ton honneur. Parce qu'une fois de plus, il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Il y a ceux qui rêvent et ceux qui agissent. Et au final, toi, tu arrives à combiner l'action au rêve. Ça devient un objectif au final. Tu vois. Exactement. Et mon livre, tu vois, imagine, on te dit non une fois, 2 fois, 3 fois, on te ferme les portes. Les éditeurs, ils disent non, c'est pas notre cible. Ben, j'ai forcé, puis je me suis dit, c'est le destin. J'ai trouvé un éditeur où il me dit, vas-y, on laisse comme c'est. Ouais. La couve, c'est toi, la 4e de couve, c'est moi. Ouais. Ils ont changé le format en taille A5 et après ils m'ont laissé carte blanche. Mais ils m'ont pas laissé carte blanche parce que je les ai menacés. Ils ont laissé carte blanche parce qu'ils se sont dit, ouais, il sait ce qu'il veut surtout. Et il sait où il va. Et quand j'explique en aparté pourquoi je fais le livre et où il va aller derrière, il dit, ah ouais, le mec, il va loin dans son intellect, tu vois. Et en fin de compte, j'ai écrit le livre, j'ai écrit une série derrière, et j'ai écrit un film documentaire ou un film. Okay. Tu vois. Mais le livre, c'est, encore une fois, c'est un hameçon. Et je dis aux gens, lis-le, les livres, tu veux pas le lire? Bah attends, le film, il arrive. Et c'est ça mon objectif, en fin de compte. C'est de pas, tant mieux qu'on me voit pas arriver, c'est pas grave. Ouais, mais en général, j'ai envie de te dire, c'est mieux, hein. C'est mieux. Tu sais, plus on va, entre guillemets, te sous-estimer ou ne pas être préparé à ton arrivée, plus l'arrivée, elle va être forte et surprenante, puisque les gens, ils sont pas préparés à ça. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une bonne philosophie. Ouais, puis je suis habitué. Comme tu as dit tout à l'heure, au basket. Ça m'a aidé, le basket, dans tous les domaines. Et je me rappelle aussi à l'école, t'es un outsider. Quand tu joues à la chasse au ballon où on doit choisir 2 équipes, t'es sur le côté. On ne prend pas toi, on prend les autres. Et cette image, je l'ai toujours eue, tu vois. On m'a toujours mis sur le côté, on choisissait les autres. Et après, à la fin, on était obligé de me prendre pour faire du 5-5 ou du 10-10. Et quand tu taffes comme un fou sur le terrain et que tu gagnes, tout le monde te veut. Ouais, ça inverse les rôles. T'inverses les rôles, tu deviens t'es plus le outsider, tout le monde te veut. Mais par quoi? Par les faits et le résultat. Et donc cette image-là, je l'ai toujours gardée. Et du coup, donc là, on retrace un peu ton parcours, qui est une fois de plus, qui est stratosphérique, qui part dans tous les sens. Des Ardennes, le sport, le livre. Le livre t'amène au cinéma, en tout cas au grand écran comme au petit écran, a priori. Tout ce que tu fais à chaque fois, est-ce que ça te tombe dessus par hasard? Est-ce que c'est dans la bucket list, tu coches, moi je vais faire ça, et tu fais en sorte d'aller le faire. Une fois que tu l'as fait, bah, moi aussi je veux faire ce truc-là aussi, bah, je vais aller le chercher. Ou est-ce que c'est un petit peu des rencontres et du hasard qui t'amènent par exemple dans le cinéma? Comment tu tombes dans le cinéma? Je tombe dans le cinéma parce que je le veux déjà. D'accord, donc il y a une volonté d'aller vers ce... Ouais. Et quand je fais les agences de mannequins au début, je me fais opérer. Et là, j'enchaîne, je dis au chirurgien, c'est le cinéma et la mode qui va me payer l'opération. Mais tu le voulais avant de te faire opérer, en fait. C'est-à-dire, avant de passer sur le billard, t'avais prévu de faire du mannequinat et du cinéma. Ouais. Ok. J'avais tout prévu, j'avais tout calculé. C'est pour ça que je t'ai dit que des fois, ça ressemble presque à Kaiser Soze, tu sais. Le mec qu'on sous-estime, qu'on se dit, ouais, ça peut pas être lui. Au final, c'est la tête pensante. Tout était planifié et calculé, en fin de compte. Tu vois? Ah oui, moi, je le dis. Tout est calculé et j'essaie de voir sur 10 ans comme ma boîte, tu vois. Je vois pas, je me dis pas, j'ouvre demain un truc et on verra ce qui se passe. Je tape très haut. J'essaie de taper très haut. Peut-être que aux yeux des gens, c'est pas haut de faire les petits rôles que j'ai ou autre, mais c'est haut dans le sens où on te met des bâtons dans les roues, on te sous-estime et toi tu te bats. Tu vois. Donc quand tu me vois 2 minutes ou 3 minutes dans une série ou autre, je le mérite et je vais le chercher, ce truc-là. Je l'ai pas volé, j'ai pas triché, tu vois. Et malgré tout, même si tu me donnes une miette, je vais en faire quelque chose. Tu vois, je vais essayer de sortir cette petite pépite pour que tu m'en redonnes encore plus et tout le temps plus. Mais la preuve, regarde, personne, au niveau du mannequinat, on m'a fermé les portes. Les agences m'ont pas pris. On savait pas où mettre par rapport à l'âge, le physique, le style et tout. Il y a Wanted Model qui se trouve dans le 3e à Paris, qui m'ont dit, ben nous, tu nous corresponds, tu vois. Et eux, ils m'ont pris.
Et moi, comme je suis quelqu'un de fier et loyal, je me suis arrêté. J'ai dit, je cherche plus personne d'autre. Ouais, tu les as mis en exclusivité, quoi. Ils ont été humains avec moi, ils sont gentils, parce que j'ai beaucoup l'humain, moi, tu vois. Je vais pas, si quelqu'un m'a dit non, c'est mort. Je vais, par fierté, je vais rester loyal avec Wanted. Et ils m'ont donné Greg Guillotin, après ils m'ont donné des clips, et au fur et à mesure, elle connaissait ma mentalité, elle me dit, ça, je te le donne pas, toi, t'en voudras pas. Et la vie, elle est simple, tu vois. Je communique directement, on parle contrat, machin, l'histoire, elle est bouclée. Mais c'est moi qui vais chercher les trucs et c'est moi qui calcule. Donc, quand j'ai démarré, j'ai dit, je ferai des interviews, je ferai des radios, je ferai, des clips, je ferai des séries, je ferai un YouTuber, tu vois. Et derrière, je me suis dit, il faut que je rentre dans le cinéma. C'est dur, la manière, elle est dure, tu vois, c'est pas une ligne droite, hein. C'est zigzag, une tarte dans la gueule, tu retombes, tu te relèves, tu vas rebosser dans le bâtiment, je fais mes castings sur les chantiers, j'envoie les vidéos, je me déplace. Donc, c'est du grind, quoi. T'es un hustler, comme on dit aux States. Tu lâches pas et tu dans la débrouille jusqu'à ce que ça passe, quoi. Ouais, et sincèrement, je sais que j'y arriverai. Que tu veuilles ou pas, tu veux pas de moi. Tu dis, il y a un tel qui est balèze à côté de moi, il y a pas de problème. Moi, je lâcherai jamais l'affaire. C'est pas toi qui décides. Et du coup, tu parles de ça, ça tombe bien, ça m'amène sur une autre question. C'est pas toi qui décides. Aujourd'hui, le cinéma, c'est ce qu'il est. Moi, je dis ça parce que je vois plein d'acteurs sans forcément les nommer, qui ont peut-être des personnalités à l'extérieur ou compte tenu des propos étant plus jeunes ou quoi, un peu durs, et qui après, dans le cinéma, vont accepter des rôles des fois, en tout cas qui leur correspondent pas, je vais dire ça, à leur valeur ou à l'image qu'ils ont véhiculée d'eux-mêmes. Toi aujourd'hui, tu es dans une logique où tu accepteras tous tes rôles, dans le sens où demain, on te fait une proposition que tu ne peux pas refuser, d'un point de vue financier, ou film, ou statutaire, sauf qu'il y a peut-être un rôle à jouer qui ne te correspond pas par rapport à tes valeurs, ta mentale ou autre, ou est-ce que tu vas rester dans cette logique d'aller toujours chercher ce qui te parle à toi? Moi, c'est ce rôle-là que je veux jouer. Peu importe le rôle, hein, comme tu dis, si c'est un rôle de gentil papa de ses enfants, ou un rôle de grand bandit, ou un rôle j'en sais rien moi, de coiffeur dans un truc, est-ce que tu vas toujours aller vers ce que toi tu veux, ou au bout d'un moment tu vas peut-être accepter, est-ce que tu accepterais un gros cachet? Je dis ça vraiment dans la comparaison avec le sportif. T'as le sportif qui va toujours chercher à jouer dans le club qu'il veut. Tu vois, Kylian Mbappé, il a refusé une grosse offre pour aller en Arabie Saoudite parce qu'il voulait Madrid et rien d'autre. Et tu vois, c'était sa vision. T'as des mecs qui auraient pris les 600 millions d'euros qu'on lui proposait en Arabie Saoudite parce qu'ils voient la logique de mettre à l'abri, tu vois, sa famille, les siens, pour le restant de ses jours. C'est pour ça que je garde ma boîte de bâtiment. C'est pour être libre. Ouais. J'accepte pas tout dans le sens où je respecte toutes les communautés, mais moi je garde ma ligne de conduite. Et ma ligne de conduite, comme je dis souvent, même quand je fais le voyou dans les rôles, quand tu regardes bien et que tu vois comment je parle ou ma posture, elle est loyale. Même s'il y a de la drogue ou quoi qu'est-ce, je reste très, très loyal et soldat. Tu vois? Et si tu me donnes un rôle comme Joker, un exemple, les Américains sont forts parce que ils le font comprendre socialement. Joker, il tue parce que la société l'a mis de côté. Eh ben, si tu me donnes le même rôle que Joker, où je fais que tuer, mais bêtement, ça m'intéresse pas du tout. Il faut que socialement, ça me corresponde, que j'aime, que je me sente à l'aise. Et c'est là que tu joues pas. Tu es toi-même. Un bon acteur, pour moi, il ne joue pas. Il sait jouer. On va dire un acteur en France, faut qu'il sache faire tout. Non. Une fois, j'ai écouté une interview de De Niro et même Denzel Washington ou Statham, disaient mais nous on joue pas, on est nous-mêmes. Et après, avec le temps et l'expérience, on va accepter des rôles où là on est à l'aise, où on va jouer. Mais au début, tu joues ce que tu es en vrai. Et aussi par rapport à tes principes, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, là on m'a envoyé des castings, j'ai refusé. J'ai dit non, je les ferai pas. J'ai dit demain matin, je vais sur mon chantier, je vais bosser. C'est pas grave. Tant que j'ai pas ce que je veux,
je resterai droit dans mes baskets. Même si on me donne des petits rôles, je les ai pris, je me suis bien amusé, je suis assez intelligent pour voir où on met une caméra, comment on installe un micro, comment le réel y parle, comment on dirige une équipe. Donc en même temps, tu prends des notes et ça peut servir après. Mon cerveau, il tourne H24. On n'est pas mieux servi que par soi-même, il paraît. Mais s'il faut l'appliquer, j'applique. Hein. Ouais, ok. Et du coup, dans toute ta filmographie, tu l'as dit tout à l'heure, tu as mentionné, tu as parlé d'Ourika, tu as parlé de Monte Cristo, je crois que tu avais fait Engrenage, tu avais fait différents trucs. Tu vois, tu as côtoyé quand même des personnalités. Tu te disais Booba, je crois que tu as joué avec Cantona, de mémoire. Cantona dans le dérapage, ouais. Ça, c'est un mec, pour moi, disrupteur, grand disrupteur devant l'éternel. Ça fait quoi de côtoyer des mecs, justement, qui sont... dans une certaine mesure, comme toi, peut-être pas physiquement, mais dans la mentalité, les mecs qui cassent les codes, des mecs qui attendent pas de qui que ce soit, quand on a, entre son coup de pied sauté, et sa première retraite à Nîmes avant d'aller à Leeds et tout ça, voilà, tu sais, c'est que du disruptif. Qu'est-ce que toi, ça te fait de côtoyer des mecs comme ça? Mais ça te donne de la force de taper aussi haut qu'eux. Et c'est que des mecs positifs et ça te motive, ouais, et puis ils sont humbles. C'est sincèrement, inconsciemment, tu attires les personnes qui ramènent tes valeurs et ton style, on va dire, et puis le respect au travail, parce qu'il faut pas oublier, hein, des fois au boulot, même les acteurs dans les tournages, c'est pas facile. Mais là, moi, j'ai eu de la chance de côtoyer des personnes qui sont dans leur carrière perso. Cantona, t'as vu ce qu'il était? Il avait peut-être un sale caractère, mais moi j'ai vu un homme humble. Ah, moi j'adore perso. Hein. Et qui donnait des conseils et qui te prend pas de haut et quand il te regarde dans les yeux. Et c'est un vrai bonhomme, quoi, un vrai bonhomme. Franc du collier et qui est droit dans ses bottes. Oui, puis il a fait la série comme lui il le voulait. Et c'est ça qui m'a motivé. Tu vois, j'ai pas un grand rôle. Mais on s'est bien marré, tu vois. Et c'était humble, surtout beaucoup d'humilité. Et ça me donne beaucoup de force de me dire, et quand je leur pose la question, parce que moi je suis un garçon qui questionne, tu vois, et quand je tourne, comme j'ai pas fait de théâtre, je leur dis ouais, je dois corriger, pas corriger et tout. On me dit non, t'es authentique, faut rester comme tu es, mais lâche pas l'affaire, tu vois. Et c'est pas facile, hein, mais moi je suis content de faire ce que je fais, tu vois. Quel est si tu peux en isoler un, par exemple, parmi ceux que tu as côtoyés, c'est qui le plus gros disrupteur parmi les acteurs que tu as côtoyés? Ben là, t'as vu Monte Cristo quand même. 10 millions d'entrées au cinéma, nommés au César. Ils ont failli représenter la France aux Oscars. C'est une grosse distribution, mais c'est du Made in France total par rapport à l'histoire, par rapport à Alexandre Dumas. L'histoire, elle était belle, et puis ça m'a changé de rôle. Il n'y a pas le côté voyou, c'est le côté majordome. Majordome, ouais. Malgré que j'ai pas de texte et tout, c'est un rôle muet, mais il y a cette prestance qui est là. Parce que des fois, c'est pas facile de jouer les rôles sans texte. Parce que on t'apprend pas au cinéma ou dans les écoles le regard, la posture. On t'apprend à jouer. Mais on t'apprend pas à être une posture. Et moi, je pense que ça, je l'ai, tu vois. Je l'ai naturellement. Et j'ai aimé, tu vois. Ça, du coup, c'est plutôt le film, en l'occurrence, mais en termes d'acteur. Est-ce que tu as côtoyé un acteur qui t'a fait dire, putain, lui, il est trop disruptif par rapport à sa façon de jouer, par rapport à, je sais pas, son parcours, son vécu. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, selon toi, dans ceux que tu as côtoyés, ou sont à peu près tous du même niveau? Après, je veux pas te mettre dans la merde. Ah non, pas que tu me mets pas dans la merde. Surtout, c'est que moi, je vois ma poire. J'ai toujours dit que tu peux mettre n'importe qui en face de moi, j'aurais pas peur. Ouais, donc il y a pas de, il y a pas d'intimidation, il y a pas de, lui c'est le, Je suis pas fan. Je suis pas un garçon qui est fan. J'ai du respect. Je regarde qu'est-ce qu'il a fait. S'il l'a fait, c'est qu'il mérite aussi. Mais moi, quand je regarde, je me dis non, c'est moi qui dois l'impressionner. C'est à moi de l'impressionner dans mon jeu. Ton style, dans ton jeu. Mon jeu, mon regard. C'est à moi, comme sur un terrain. Tout est dans la psychologie. Moi, j'étais pas grand.
Je tombais sur des mecs de 2 mètres sur le terrain, je venais des Ardennes, le mec c'est une masse, et il te dit je vais te dégommer, mais il sait pas à qui il a affaire, le pauvre. Et psychologiquement, toi-même, tu sais que 80% d'un match c'est la tête. Si tu veux détruire l'autre, tu vas le détruire jusqu'au dernier carton, à la dernière seconde. Ouais. À la Dennis Rodman, à la Draymond Green, il y a des mecs qui te rentrent dans le cerveau, t'en perds tes moyens. Tu perds tes moyens, malgré que t'es super fort dans le jeu, ou basketement parlant, techniquement. Si je te rentre dans la tête, le QI émotionnel, c'est le plus dur. Et si t'es fort avec ton QI émotionnel, c'est plus fort que le QI intellect. Je le sais, je sais de quoi je parle. Tu déstabilises du monde comme ça, même dans la rue, même dans la vie. C'est le cerveau qui compte, c'est rien d'autre. T'as l'apparence, t'as le physique, t'as la voix, t'as le regard. Mais si tu vois que l'autre en face de toi, son regard est profond, tu dis, lui, il va jamais lâcher l'affaire. Il y a des mecs tu sens que de toute façon, là-dedans, ça bouge pas. Ah oui, exactement. C'est ceux-là les plus forts. T'as une ligne de conduite, tu la gardes. Donc moi, j'ai du respect pour avec qui je travaille, mais pour moi, c'est normal. C'est à moi d'aller chercher ce qu'ils ont. Si je l'ai pas là, j'ai au State. Si je l'ai pas au State, je vais le provoquer à Londres. Je ne sais pas, mais je vais provoquer le truc. Il y a pas de, on met forcer pas le destin à ton habitude. Tu vas forcer les portes, même si elles sont fermées. Ah ouais, moi je travaille dans le bâtiment, comme je dis en rigolant, si la porte elle est fermée, on passe par les parpaings. On va faire un autre trou à côté et on passera. Ouais, c'est bien vu ça. Et du coup, bah écoute, ça c'est un sujet aussi que je voulais aborder. Tu parlais donc du basket, tu parlais de ta maladie. Cette maladie, a priori, tu l'as dit tout à l'heure, elle t'empêche de transpirer. Ouais. Moi, j'ai une question qui me trotte, c'est comment, du coup, tu as appréhendé le sport. Tu l'as dit tout à l'heure, et je t'ai entendu me dire sur d'autres plateformes, des fois tu dis aux gens, ils ont la clim, toi tu l'as pas. Toi, quand tu chauffes, du coup, j'imagine que c'est dangereux, même pour ta vie, quoi. Comment tu l'as appréhendé, ça, étant jeune? En fin de compte, gamin, je savais qu'il fallait faire quelque chose. T'es écarté de la société. On te met de côté. Tu dis comment te faire respecter, comment te faire accepter. C'est soit par le service, parce que j'ai bossé tôt, le gamin. J'ai commencé à travailler à 9 ans, 10 ans, 11 ans. Je travaillais déjà avec mon frère. Donc, on était accepté dans la société en travaillant, en te donnant un service. C'est comme ça que tu venais me parler. C'est comme ça que on m'abordait, par le service du travail. Et après le sport, je me suis dit, quand j'étais gamin, il fallait que je fasse du sport. Parce que le sport, c'était la société. C'est fédérateur, ça réunit les gens. Et en plus, un sport collectif. Et comme mon frère était éducateur spécialisé et l'entraîneur qui était éducateur spécialisé, il a dit, j'en ferai quelque chose. Je vais les aider. Mais il a dit, ils sont déjà mûrs, ils ont une mentalité de taré en vrai. Et c'est là que ça a servi à l'équipe, mais ça m'a énormément servi le sport en dépassant mes limites. J'ai caché la maladie. Tu vois, la notoriété du petit joueur, elle a caché le physique du garçon et la maladie. Et comme j'étais fier, je me suis dit, il faut pas qu'il le voie. Tu vois. Donc, avec mon frère, on buvait beaucoup. On était des chameaux. Après, t'élimines l'eau en urinant. Ah, ok. C'est la question que je me disais, du coup, si tu transpires pas, comment t'élimines? T'élimines en urinant. Ouais. Tu baisses la température en te mouillant. Parce que t'as pas de clim. Et après, ça, c'est vrai que la température, quand elle monte dans le corps, quand t'as de la fièvre, tu vois, elle va baisser parce qu'elle régule. Moi, il y a rien qui régule. Ça fait que monter. Et donc, c'est pour ça que parfois, quand l'entraîneur, il voyait qu'on faisait une croix avec le bras, fallait faire changement, il savait qu'il fallait sortir, tu vois. Mais ça m'a aidé à me dépasser. Et par fierté, j'étais toujours au taquet. Et encore une fois, quand t'es au taquet dans le sport et que tu trouves pas de limite et qu'il n'y a pas de limite, tu mets dans les autres domaines, c'est normal que ça fait peur, tu vois. Tu dis, les mecs, ils lâchent pas l'affaire. Les mecs sont pas habitués, en plus. Non, ils sont pas habitués. Puis dans les domaines autres que le sportif, des fois, ils se disent, on est des fous furieux, quoi. Comment vous lâchez jamais l'affaire, tu vois? C'est presque surhumain aux yeux d'une personne presque lambda, tu vois. Bah oui, parce que tu dis, lui, il se plaint, il court, il fait chaud, je suis fatigué. Et toi, tu lui dis, mais mec, moi, j'ai un handicap que je te montre pas, même s'il se voit. Ben, je transpire pas et je cours quand même, mais t'exagères, tu vois. Et en fin de compte, j'ai motivé mes troupes comme ça, tu vois.
Et cette maladie, elle s'appelle la dysplasie ectodermique, c'est ça? Exactement, ouais, dysplasie ectodermique, ouais. T'as le problème maxillofacial. Tu crois que j'ai fait de la boxe, pas que j'ai un nez qui est déformé, par exemple. Problème de dentition, de glande sudoripare, j'ai pas de glande. Je suis imberbe. Tu vois, il y a plein de trucs. Il y a même la vue. Ça se voit pas, tu vois. J'ai un kératocone. Là, j'ai des sinus bouchés à cause du bâtiment. Ben, t'as les sinus qui se bougent parce que je suis sec à l'intérieur du corps. Donc, ça te fait des sinusites. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça que tu vois pas et que tu te bats contre, tu vois. Et moi, le cinéma, je l'utilise aussi pour me dire, pas ma retraite. Mais le bâtiment, c'est pas facile, je vais pas t'apprendre. Mais le cinéma va m'aider peut-être à me dire, calme-toi un peu dans le bâtiment et mets-toi à fond dans le cinéma. Du coup, tu quittes les Ardennes, tu voyages la France, tu arrives à Paris, tu es établi à Paris, tu vas tourner un peu à l'étranger, notamment Ourika, je crois, au Maroc, vous l'avez fait? Si je dis pas Ourika, ouais, c'est une histoire marocaine, mais on a tourné en Tunisie une partie. En Tunisie, ok. Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi? C'est Hollywood, normalement. Si ça va dans le sens logique, tu continues, t'as percé vers les sommets. Donc, t'as un projet d'aller un peu te tester outre-Atlantique? Ouais, il faut. Comme je t'ai dit, tu vois, je suis un garçon quand même. Quand t'es né, entre guillemets, pauvre, des fois, t'oses pas aller atteindre la richesse, tu vois, parce que t'as une éducation. Mais moi, malgré mes petits rôles là, je mets des plots partout. Je pense qu'avec mes petits plots, j'ai chopé une notoriété. Et avec le livre, avec tout ce que je fais à côté, oui, j'ai envie d'aller voir une story aux États-Unis, même au Maroc, tu vois, avec des producteurs. Parce que t'es d'origine marocaine? Ouais. Ok. Je suis d'origine marocaine, on est de Casablanca. Et donc, t'as envie de tester tout ça, tu vois. Et les États-Unis, ouais, si je l'ai jamais fait en tant que gamin basketteur, tu vois. J'avais des Américains qui venaient dans les Ardennes. On avait 14-15 ans avec mon frère. Ils nous ont dit, ouais, vous avez une mentalité, faut aller aux États-Unis, vous êtes spécialisés défenseurs. J'ai pas eu cette chance, tu vois. Et je me suis dit, je la louperai pas en tant qu'acteur. Au moins essayer. Ouais. Si je le fais pas, comment je le saurais? J'aurais pas de réponse. La seule réponse, c'est d'y aller. Qu'on me dit, tu parles pas anglais ou t'es pas bilingue et tout, j'en ai rien à faire. J'ai peur de rien. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es bilingue, tu l'as pas fait. Ouais, c'est ça. Bah oui. Okay. Il y en a, ils sont bilingues, ils bougent pas. Ouais. Moi, je suis pas bilingue, mais je vais bouger, tu vois. Il y a un proverbe qu'un pote à moi, d'ailleurs, que je salue s'il nous regarde, qui vit au Maroc, qui m'avait dit un jour, 2 savants assis sur un banc iront toujours moins loin qu'un con qui marche. Tu vois? Alors qu'au final, comme tu dis, il y a des mecs qui vont être bilingues, ils vont avoir ci, ça, mais ils le font pas. Ouais. Donc, du coup, ils servent à rien. Mais bien sûr, et puis il faut tenter. C'est pas grave. Si j'échoue, ça va me donner des portes, ça va m'ouvrir des portes, ça va me donner des réponses à mes questions, et ça va me dire reste lucide par rapport à la France, au cinéma français, tu vois. Mais ça te coûte rien de tenter. Tu vois, Omar Sy le fait. Il est parti, vit là-bas, il travaille toujours en France. Ouais. Après, qu'on le critique ou pas par rapport à l'homme, ou quoi que, ça, c'est pas mon problème. Mais dans les faits... Il y aura toujours des gens qui vont critiquer de toute façon. Dans les faits, il a eu fait. Il a fait ce qu'il fallait. Ouais. Donc, après qu'on critique ou pas, moi, ça me regarde pas. Je suis pas dans la critique parce que personne n'est parfait et tu connais pas l'histoire de chacun. Ouais, c'est ce que je veux dire. Moi, les mecs qui critiquent des gens qui font, je les écoute pas. Tu vois, à partir du moment où toi tu fais pas et tu critiques quelqu'un qui fait, pour moi la critique n'a pas de valeur. Elle a de la valeur à partir du moment où peut-être toi tu vas faire des choses aussi et tu pourras comparer. Mais si tu fais rien et que tu critiques celui qui fait, il y a pas de... Ouais, et puis la vie elle est écrite, chacun sa place. Si tu te compares toujours à autrui, t'en finis jamais, t'es perturbé, tu dors mal. T'es toujours en train de te comparer. Mais si tu vois ta vie, t'apprends à être égoïste dans ce que tu fais et ce que tu es, la ligne, elle est là. Tu vois. Si le bon Dieu t'a mis sur une ligne, c'est pas pour rien, c'est la bonne branche. Certains vont aller prendre les branches ou les pommes. Il y a des pommes partout. Et peut-être que la branche qui est vide, elle est pour toi, c'est à toi de la remplir. Elle est faite pour toi. Et moi, je vois la vie comme ça, tu vois. C'est peut-être perché, c'est peut-être spirituel, mais il y a une réalité dans tout ça. Je vais là où le chemin il m'amène. Ouais. Tu vois, tu parlais de pas se comparer à droite, à gauche et tout.
Aujourd'hui, c'est compliqué. On est en 2025. On est dans une époque où il y a les réseaux sociaux qui sont plus que présents depuis de longues années. L'explosion des réseaux sociaux presque entraîne tout le monde à se comparer. Parce que même des imposteurs, ils peuvent te faire croire via les réseaux sociaux qu'ils sont en place. Et donc, du coup, ça complexe pas mal de monde parce qu'ils se disent peut-être que je suis en retard, peut-être que je suis pas au niveau, parce qu'ils vont voir à droite à gauche. C'est quoi ton regard, toi, sur les réseaux sociaux et tout ce nouveau monde numérique? La technologie, il faut savoir l'utiliser à bon escient. T'en as besoin pour savoir où tu es, t'en as besoin pour te vendre, parce qu'auparavant, il fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui, t'as de la chance d'avoir les réseaux pour te faire montrer. Donc ça, je l'utilise comme ça. Moi, quand je partage un truc sur les réseaux, je mets un truc sur Instagram, en story ou en profil et tout, je me barre. J'ai pas le choix. Parce que si j'utilise les réseaux toujours à me comparer, ou par rapport aux influenceurs, ce qu'on te font, on te fait croire par rapport aux jeunes, mais je leur dis toujours, c'est éphémère. Tous ceux qui travaillent, comme dans le sport, tu prends Benzema, qu'on l'aime ou pas, il a taffé, il a travaillé, il a réussi. Tu prends Ben Arfa, il était super doué, il était super fort, mauvais choix, nerveux, pressé peut-être, tu vois. Je connais pas leur vie privée, hein. Mais tu vois, il y en a un qui a travaillé, qui était doué, et l'autre il a travaillé. Celui-là qui a travaillé, que c'était long pour lui, il a réussi à aller au bout. Tu vois, c'est une comparaison que moi je vois quand je vois les deux joueurs. Eh ben moi je fais pareil. Quand je vois les influenceurs ou d'autres domaines, je me dis mais ils sont pressés, mais ils comprennent pas que c'est éphémère. C'est éphémère tout ça. À un moment donné, il y a le buzz. Tu veux chercher le buzz, comme beaucoup. On veut aller vite, on est pressé, et je le conçois. Hein. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, la vie, elle va te baiser. C'est pour ça que tu parles souvent, des fois aussi, tu mentionnes des exemples comme le lièvre à la tortue. En fait, t'as ceux qui veulent aller vite et qui veulent, on va dire, prendre des raccourcis, et puis au final, il n'y a qu'une ligne d'arrivée. Et des fois, le mec qui est parti derrière, à force de régularité et de constance, il finit devant. Tu vois. Et puis la tortue, comme je dis souvent, elle a une vraie carapace. Elle est née avec. T'as ceux qui ont une petite carapace que tu casses en 2 secondes. La tortue, moi je me compare à une tortue, c'est que j'ai une vraie carapace. C'est je suis né avec. Donc elle me protège. Et je vais sur ma ligne de conduite et j'oublie les critiques sur le côté. T'avances pas vite, t'es nul, t'es pas beau, t'es machin, ce que tu veux. Mais s'ils savaient, les gens, moi le point final, je l'ai en tête déjà. Donc tu essaies de me dissuader, tu n'y arriveras pas. Occupe-toi de ta life, tu vois. Et tu vois, du coup, on en a parlé un peu plus tôt dans l'entretien, du coup, des discriminations, peut-être des répressions, des choses qu'on a vécues à nos âges, où il n'y avait pas cette ère des réseaux sociaux et tout ça, justement. Donc, c'était des fois peut-être plus difficile, on va dire, ou pas, parce que des fois, j'ai presque l'impression que ce nouveau monde, il tend à être un peu trop tendre. Toi, ta mentalité, justement, qui t'a permis de tout surmonter, comment tu vois aujourd'hui ce nouveau monde, justement, où tout est sujet à je vais pas dire polémique, j'essaie d'avoir les mots les plus justes, mais tu vois, on parle de harcèlement, de cyberharcèlement, on sensibilise les enfants, presque on peut plus dire aujourd'hui un rebeu, un renois, sans être des fois regardé, ça se dit pas, tu vois. Ce nouveau monde, toi qui viens d'un monde d'une autre époque dans lequel on a grandi, tu le trouves comment? Tu te situes où dans ce monde-là, dans ce monde moderne? Dans ce monde-là, je te le dis, sincèrement, des fois c'est pas facile pour les jeunes. Mais on devrait, encore une fois, c'est aussi à cause des médias et des polémiques, on devrait mettre les bons exemples en avant, pas les mauvais. C'est facile de prendre un exemple et de le mettre en avant et de dire c'est tous les mêmes, ou c'est pourri, ou regardez dans quoi on va dans le futur. Mais non, il y a toujours des gens bons. Tu vois le délire? 80% des gens sont bons en réalité. On te met en avant les 20%. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, c'est dangereux. C'est quand, comme les coachs de vie, et t'as vu tout ce qui existe maintenant, les coachs de vie, les influenceurs, l'autre il veut t'apprendre la vie, formateur de crypto-monnaie, je ne sais pas quoi, comment être amoureux, mais vas-y, occupe-toi de ta life. Et en plus, la plupart du temps, ceux qui font ça, ils ont loupé leur coach. Comme je dis toujours, t'es coach, mais t'as loupé ton coach, toi. Donc, quand tu leur dis à eux, allez, dis-moi ce que t'as fait dans ta life.
dis-moi qui tu es, toi. Moi, je peux les piéger, en vrai. Tu vois? Je vais dire, vas-y, qu'est-ce que t'as fait, toi? T'es en train de parler de comment être amoureux, comment gagner sa life, machin, où t'es perché à Dubaï, t'es caché là-bas, tu viens me parler. Viens, on va parler de la réalité, on va parler de toi, déjà. Avant de parler d'autrui et de donner des conseils aux gamins. Et en plus de ça, c'est pas bon parce que, comme tu disais, pour les jeunes, ils sont pressés. On leur donne plus les valeurs du travail et de l'éducation. Ouais, c'est de la consommation. Hiérarchie. Tout arrive sur toi, donc il y a plus de. Tu vas plus vers les choses. Tu travailles plus pour les avoir. Ouais, et puis la hiérarchie. Malgré tout, moi, je vais pas utiliser un statut pour écraser un gamin. Mais par contre, il y a du respect quand même. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on respectait nos grands frères, nos grandes sœurs. Même le voisin qui était plus vieux que nous, il avait le droit de nous dire, je vais prévenir tes parents, t'as pas le droit d'aller là, t'as pas le droit de fumer. On se mêlait. Aujourd'hui, tout le monde fonce la tête baissée. Et chacun sa vie, et tout le monde est pressé. Tout le monde veut aller vite, comme je dis souvent, tu vois. Mais je trouve que c'est dommage. Mais c'est aussi à nous de donner l'exemple et de montrer le bon exemple. Tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Je me suis dit, j'espère que le livre, il va aider, pas éduquer, je suis pas parent des gamins, mais à leur donner de la bonne force et de persévérer et de travailler. Tu vois, t'as les deux extrêmes. T'as aller vite, être influenceur et de vendre de la merde, et t'as l'autre côté où tu dis oui, c'est la dureté. Monte les escaliers, prends pas l'ascenseur, ça va te durcir. Mais à la fin, t'es fier de toi, hein. Tu vois, je pense que t'étais fier de toi. Quand tu bossais, tu te tapais la paire de Jordan. C'était toi, t'étais fier de toi. C'est exactement, tu vois, moi je me rappelle si on parle de moi, après c'est pas moi le centre du truc, mais c'est vrai que j'ai eu des moments pareils quand j'étais petit où je demandais à ma mère, tu sais, tu grandis en banlieue, ta mère elle est blanche, t'es au milieu des Renois, des Rebeux, des Gitans, on sait pas où te situer, limite on te prend pour une proie facile parce que tu sais, t'es le petit babtou, quoi. Et ma mère, elle avait pas tant d'oseille, donc des fois je lui demandais, comme tu dis, tu vois, un jogging, un truc que j'ai vu sur un pote, et elle me dit toujours qu'elle pouvait pas l'acheter, donc forcément, au bout d'un moment, tu te débrouilles, tu vas trouver le moyen, tu veux une paire de Stan Smith, de la procurer, donc ouais, pour répondre à ta question, c'est glorifiant, c'est une récompense presque gratifiante de te dire, ah, je suis allé chercher ce truc-là, j'ai bossé pour l'avoir, et aujourd'hui, je l'arbore fièrement, quoi. Oui, et puis sur les réseaux sociaux, on te met beaucoup de marques. Les marques, elles viennent t'attraper parce que t'as beaucoup de followers. On veut montrer ses montres, sa voiture, son machin. Je dis, mais quand t'as rien à prouver, et quand tu sais ce que tu veux et ce que tu vaux, t'as rien à montrer. Tu vois? Moi, je montre rien. Regarde, j'ai même pas de marque sur moi, je les cache, les marques. Tu vois? Je veux pas montrer. Et c'est par respect, par pudeur à ceux qui n'ont pas. Je veux pas faire envier les gens. Au contraire, je me dis, le pauvre, celui-là qui est derrière l'écran, il a peut-être rien. Donc j'ai pas l'envie à lui dire, regarde, je suis en vacances, regarde, ma femme est comme ça, regarde, mes gosses sont comme ça. À un moment donné, je veux bien qu'il y ait des codes dans des métiers. Mais moi, je peux pas le faire. Moi, je trouve même que ces mecs-là, les influenceurs et tous ceux qui montrent toute leur réussite et leur succès, à la limite, c'est bien. Mais montrer aussi le moment où vous échouez, ça aura plus de valeur, tu vois, qu'un mec montre, ouais, il est toujours dans les avions, les machins et tout, mais par contre, quand il est en galère et qu'il pleure et que ça va mal, montre aussi. À la limite, tu vas peut-être porter plus un message encore plus fort pour des jeunes qui auront des vies up and down, qui auront des vies où des fois ça marche, des fois ils sont en galère, mais ils disent qu'ok, ce mec-là aussi c'est comme ça. Mais effectivement, c'est tout ce que tu montres, c'est que du succès, de la réussite et de la poudre aux yeux. C'est peut-être pas les bons, les bons signaux que t'envoies. Oui, puis ils ramènent tout à eux. Il faut savoir partager quand même. À un moment donné, il faut savoir donner, sans être hypocrite. Fais pas croire que tu défends une cause pour qu'on cause de toi, comme je dis souvent. Défends une cause avec le cœur et essaye d'aider, tu vois. Et moi, je dis, tout est écrit de toute façon. T'as même pas besoin de savoir ou de connaître autrui. Si ça ne marche pas à un moment donné, dis-toi qu'il le paye. Parce que c'était vicieux comment il a procédé son business ou son truc de acteur ou rappeur ou autre, ou même les sportifs. À un moment donné, tu t'étais rattrapé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu as un minimum de croyance ou de foi, tu sais que c'est visible. T'as même pas besoin de parler. Il y en a qui durent pas, hein. Il y en a qui durent 30 ans, 40 ans parce qu'ils le méritent. Regarde Denzel Washington aux États-Unis. Pourquoi il dure? Quand je vois ses interviews, la croyance qu'il a que c'est la sienne, hein, c'est pas pour rien. Il est pas là pour rien. C'est qu'il mérite, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il partage énormément, il donne beaucoup. Il donne de lui.
Et il y en a d'autres, les pauvres, ils tombent dans la drogue et ils se mettent une balle, ils se suicident parce qu'ils sont en déprime. Et je veux bien qu'à un moment donné, tu vas pas bien dans ta vie. Mais mec, t'as triché. À un moment donné, c'est game over. Hein. Tu vois, ça, c'est encore un point que je voulais aborder. Tu vois, tu parles de gens qui dépriment. C'est encore une grosse tendance, on va dire, du monde moderne. On parle beaucoup de la santé mentale, tu vois. Avant, on n'en parlait pas. Dans nos cultures, nos religions, nos environnements, c'était même impensable de parler, tu sais, de dire que tu vas mal mentalement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on en abuse de ça ou pas? J'ai reçu Cyril Diabaté sur un épisode précédent où justement, lui, il parle beaucoup de ça. Tu vois, il tenait à parler du fait que ouais, t'as beau être un grand Renoir, un grand rebeu, boxeur, MMA, ce que tu veux, tu peux aussi traverser des moments difficiles. Et une fois de plus, toi, en t'écoutant, j'ai l'impression que t'es Robocop. Donc ça m'intéresse de savoir ton avis sur la santé mentale. En vrai, c'est pas que je suis Robocop. C'est que je me dis, certains, ils sont en vrai déprime. Ils vont pas bien. C'est la réalité. Mais à cause de ceux qui exagèrent ou qui s'approprient la chose, eh ben, t'y crois plus. Comme les HPI. HPI. Aujourd'hui, tout le monde est HPI. Si t'écoutes, surdoué. Ouais. Mon gosse est surdoué. Ouais. Moi, je suis HPI. Moi, je suis en déprime. Moi, je vais pas bien. Mais non, il y en a, c'est la réalité. Donc, c'est eux qu'il faut écouter. C'est eux qui doivent aller voir un psy. C'est eux, même pas aller voir un psy des fois. Juste leur entourage. De tendre l'oreille à ceux qu'on a besoin. Des fois, tu dis bonjour à quelqu'un, ça va. Ben, creuse un peu. Tu vois, et ça va l'aider. Et c'est là que tu te dis, ce garçon-là ou cette fille-là, elle va vraiment pas bien. Mais aujourd'hui, il y en a, ils veulent qu'on pleure sur leur déprime et tout. Mais à un moment donné, ça passe plus. Quelqu'un qui est trop dans l'émotion, ça ne passe pas, puis c'est surjoué. Et ça me fait chier pour ceux qui sont vraiment malades. Parce qu'il y en a qui sont vraiment malades. Mais moi, je suis pas dans ce jeu-là. Même si moi, je vais pas bien, je vais dire ça va pas bien une nuit ou une heure. Et après, je me lève le matin, je m'énerve. Ouais. Mais je fais pas semblant. Hein. Ouais. Je suis vraiment comme ça. T'as la ressource intérieure pour pouvoir passer à autre chose très rapidement. Pourquoi? Parce que je trouve un équilibre. Je me situe dans la société, dans l'environnement. Je me dis, il y a pire que moi, il y a mieux que moi. À moi de trouver l'équilibre, à moi de savoir d'où je viens. Parce que ceux qui réussissent comme moi, ou comme toi qui ont envie, c'est parce qu'on connaît notre histoire. J'en parle dans le livre. Si tu ne connais pas ton histoire, ton vécu, t'es toujours perdu, t'es sur un sable mouvant, tu vois. Et en fin de compte, quand tu connais ton vécu, tu connais ta mère, tu connais ton père, tu connais tes grands-parents, tes origines, où tu es né, quand t'es né, qu'est-ce qui s'est passé, tu te construis. Et plus tu te construis, plus tu grandis, plus tu deviens costaud et t'arrives à tenir la route, tu vois. Mais ceux qui sont en déprime et tout, j'en suis sûr, c'est ceux qui sont pas à l'écoute et qui vont pas bien, qui exagèrent les choses. C'est intéressant quand tu parles d'histoire parce que moi, il y a un show que j'adore sur Netflix, avant même Narcos, c'était El Patron del Mal, sur Pablo Escobar, mais la version colombienne. Et ils commencent toujours leurs épisodes par une punchline, tu vois, qui dit « Quien no conoce su historia está condenado a repetirla ». Et en gros, ça veut dire que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. Donc, tu sais, je buvais tes paroles là parce que ça me confirme que c'est réel, en fait. Savoir d'où on vient, savoir qui on est, connaître son origine, ses racines. C'est obligé. Tu vois, c'est vraiment une vraie fondation de vie, en fait. T'as pas le droit d'interdire à ton enfant ou à ton enfant. Une maman n'a pas le droit de dire de pas faire connaître le père. Et vice versa. Et ses origines, ses grands-parents, sa culture. Même qu'il y a eu un meurtre, c'est triste à dire, faut le dire. Même moi qui ai aidé une personne qui a eu un problème de viol, j'étais obligé d'affronter le problème pour la personne. Je lui ai dit, on va affronter le problème. Parce que quand tu affrontes le problème, tu vas guérir. Il y a des séquelles, hein, mais tu vas guérir. Parce que tu évolues. Si tu caches, tu camoufles tout, à un moment donné, ça va péter. Et la personne, elle est en l'air, elle peut pas atterrir. Tu vois, au basket, le ballon, il rebondit quand il tape le sol, hein. Ouais. Il rebondit mieux. Ben, l'image, elle est là, la métaphore. Quand le ballon est en l'air, tu essaies de le piquer, tu n'y arrives pas. L'entraîneur me dit, attends qu'elle tape le sol et va la chercher. Et c'est la vie, c'est la même. T'attends que ça tape le sol et ça rebondit mieux. Eh ben, moi, je dis que l'humain doit
apprendre son histoire. Et dans mon livre, je l'ai écrit, j'ai une citation qui dit « Chaque individu écrit sa propre histoire, la mienne est sculptée sur mon visage. » Moi, j'ai du bol, elle est là. Je peux pas l'éviter, tu me regardes, elle est là. Tu vois? Et depuis gamin, on me l'a appris, je l'ai accepté, puis c'est pas grave. Au contraire, ça m'a aidé. Écoute, en tout cas, c'est intense, c'est intéressant tout ce que tu me racontes. On se connaissait déjà d'avant, mais en fin de compte, j'ai l'impression que je te découvre encore plus parce qu'il y a plein de choses, au final, que je savais pas sur toi. Avant de terminer, en général, on commence par l'actu. Je vais te demander quand même, c'est la moindre des choses. Est-ce que tu as une actu aujourd'hui? Est-ce que tu as une exclue à nous offrir ici sur ce sur quoi tu travailles ou tu prépares? Voilà. Concrètement, c'est quoi ton actu? Mon actu, je fais des castings, j'attends les retours, mais j'obtiens pas ce que je veux, tu vois, parce que c'est pas facile. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris. Donc là, t'es en écriture, là. Ouais, je suis en train d'écrire une série c'est pas une série sur les voyous comme tout le monde fait. C'est sur la psychologie. Ok. Moi et un psychiatre, on va dire. Et j'ai écrit un spectacle conférence avec une metteuse en scène qui veut collaborer avec moi, qui a aimé le projet. Et donc je suis en train de faire ça et j'étais en contact même avec Sami Amézian, le comte de Boudherbala, qui a son théâtre à République et qui veut m'ouvrir les portes. Tu vois, il a compris à qui il avait affaire et s'est dit je vais essayer de lui tendre la perche. Et donc j'écris et je fais beaucoup de choses pour y arriver, tu vois. Ok. Eh ben écoute. Donc s'il y a des investisseurs. S'il y a des investisseurs, vous êtes à l'écoute. Écoute, on va terminer avec juste des petites questions que j'aime poser à mes invités en général. Si tu devais me sortir un disrupteur dans chacune de ces catégories, lequel ce serait? Alors, dans la catégorie du sport. Michael Jordan. Logique. Le cinéma. Cinéma, Denzel Washington. J'aime bien sa mentalité. La musique? Musique, tout le monde le sait. Hein. C'est par rapport à Booba. Parce que depuis gamin, ça me donne de la force. Ok. T'es un artiste, donc dans l'art. L'art dans son sens général, tu vois. Parce que finalement, la musique, c'est de l'art, le cinéma, c'est de l'art, mais je sais pas, tu peux me dire Van Gogh, qui tu veux, dans l'art. Qui tu isolerais en termes de disruption? Dans l'art, je prendrais peut-être... Il y en a un qui est perché, c'est Stallone. Parce qu'il vient de nulle part, on n'a pas cru en lui, il a écrit lui-même Rocky. Il fait aussi de l'art, fait des tableaux. Il expose et vraiment, ce garçon-là, malgré qu'on le juge avec sa paralysie faciale et tout, il est touchant parce qu'il a jamais lâché l'affaire. Et je pense que c'est des garçons qui ont mérité, qui sont immigrés italiens, et qu'on n'a pas cru en eux, et regarde, on peut dire ce qu'on veut, c'est une légende. Et en plus, ils ont pas fait 20 000 films, hein. C'est ouf, hein. C'est des mecs qui ont tapé là où il fallait, et ils ont cru en eux. Et moi, je vois beaucoup l'humain. Et ça me touche de voir des gens pareils qui réussissent, parce que je me dis, ça donne de l'espoir, et que rien n'est écrit. C'est à toi d'écrire. Et un dernier disrupteur dans ton entourage personnel ou tes proches? Est-ce qu'il y a une personne qui sort du lot? Ouais, ma mère. Ma mère par rapport à moi, par rapport à la maladie et par rapport à son vécu. 10 enfants, toute seule, femme de ménage, des Ardennes, analphabète. Elle a fait une entreprise, tu vois. On est 10 enfants où on travaille. Donc elle a fait sa boîte. Quand les gens jugent une femme marocaine qui a 10 enfants, ça fait péjoratif ou fallait vivre ce qu'elle a vécu, tu vois. Donc oui, ma mère. Eh ben, big up à la maman. Abdé, merci d'être venu. Merci pour ton temps. Merci pour le partage. Ça m'a fait plaisir de te redécouvrir, tu vois, d'en apprendre à nouveau sur toi. Et puis, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, dans toutes tes entreprises, tous tes prochains défis. Hein. La mentale, il faut pas qu'elle bouge. Et voilà. De toute façon, tu sais ouvrir les portes et aller les chercher. Donc, je te dis merde pour la suite. Merci pour ton accueil. Disrupteur, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.